Oui, bonjour. Vraiment, merci au comité organisateur pour l'organisation du colloque. C'est le fun d'assister au colloque sans être impliqué dans l'organisation. Donc, Qu'est-ce que tu veux dire par là? ça fait changement. Fait que c'est ça. Donc, pour la présentation aujourd'hui, je pense que ça va un peu faire office d'introduction pour le reste du panel, mais pour les deux conférences qui vont suivre, en fait, parce que je vais essayer de problématiser un peu le fait d'étudier les jeux vidéo dans une perspective de conscientisation, sensibilisation environnementale ou écologique. Donc, c'est ça. Je pense qu'après ça, avec Gabriel, par exemple, on va avoir une application vraiment plus concrète. Donc, ça va être un petit fil conducteur comme ça va être intéressant. Donc, je vais commencer par faire une brève mise en contexte sur la crise écologique, là, sans trop aller dans les détails. Après ça, on va parler de l'importance des représentations médiatiques de la nature de façon plus générale. Puis, on va entrer dans le vif du sujet avec le jeu vidéo. Et aussi, j'aimerais apporter l'idée de, tu sais, pourquoi, on l'a mentionné un peu tantôt, mais pourquoi c'est important d'aborder la question environnementale, mais en tenant mieux compte du point de vue des joueurs et des joueuses. Donc, pour commencer, le dernier rapport du GIEC qui a été publié il y a quelques semaines ou quelques mois, c'est encore une fois super accablant, puis ça nous montre que la crise écologique a déjà provoqué des effets qui sont irréversibles dans le monde. On est plus en mode de rattrapage, adaptation, on ne peut pas vraiment changer ça. On peut juste amoindrir les effets. C'est un peu la perspective dans laquelle on est. Je pense que on le sait un peu ici, là, on n'ira pas dans les déserts particulièrement, mais je commencerai peut-être par juste une définition un peu de crise écologique. On parle de perturbation grave de l'équilibre d'un écosystème susceptible de menacer la survie de celui-ci. Une crise écologique peut être globale ou locale. On dit qu'elle est globale si elle touche l'ensemble des écosystèmes naturels de la Terre. Puis aussi, un petit aparté, pourquoi je parle de crise, parce qu'on pourrait parler d'autres, on peut utiliser d'autres termes, on entend souvent par exemple changement climatique, réchauffement, des choses comme ça. Mais à mon sens, le mot crise met vraiment en lumière la gravité des conséquences qui sont causées par les changements climatiques, justement. Et la crise fait référence à une situation de trouble profond dans laquelle se trouve la société ou un groupe social et laissant craindre ou espérer un changement profond. Donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on se situe aujourd'hui. Un concept qu'on entend souvent par rapport aux études là, sur les représentations de la nature en général ou les perspectives éco-critiques, on entend souvent revenir le concept d'anthropocène. Comme j'ai mentionné tantôt, le rapport du GIEC souligne l'accélération du rythme du réchauffement de la planète et ses conséquences, comme par exemple une plus haute fréquence d'événements climatiques qui sont extrêmes, inondations, sécheresses, incendies de forêt, des choses comme ça. Et ce réchauffement-là est attribuable en grande partie à la libération de gaz à effet de serre qui est générée par l'activité humaine. Donc, le concept d'anthropocène va venir mettre en lumière l'impact de l'action humaine sur la géologie et l'écologie de la Terre, dont les effets vont se faire ressentir de toutes sortes de façons, en fait, d'un point de vue social, pas seulement écologique. Donc, c'est ça. Là, en fait, malgré le consensus scientifique, l'idée selon laquelle une crise écologique est en cours, c'est encore vivement contesté dans plusieurs milieux. On pense par exemple à une forte polarisation politique, des opinions populaires qui sont super divisées, une résistance quand même à l'adhésion à cette idée de la crise écologique. Par exemple, il y a un sondage mené en 2018 qui montrait qu'il y a environ un quart des répondants états-uniens, par exemple, qui croyaient que les changements climatiques était juste une faible menace, en fait, à leur nation, là, alors qu'il y avait 16% des répondants qui affirmaient que ça représentait juste aucune menace. Donc, c'est ce genre de données-là qui témoignent un peu des limites des méthodes de sensibilisation et de conscientisation qui sont basées sur une communication scientifique ou informationnelle. Donc, on peut expliquer ça notamment par le fait que les effets de la crise écologique, en fait, vont se faire ressentir de manière qui sont inégales selon les différentes positions sociales et géographiques des personnes. Selon Pearson et Hall, par exemple, l'exposition accrue, mais ça va un peu de soi, mais on dit quand même, l'exposition accrue aux dangers et aux dommages environnementaux entraînerait une plus grande préoccupation pour l'environnement et une plus grande adhésion à des comportements qui vont viser à le protéger. Donc, ça fait qu'il y a quand même une difficulté à imaginer les dangers qui sont encourus
puisque les effets de la crise, en fait, ils se font moins directement ressentir sur les différentes populations. Donc, c'est un peu ça qui amène à parler, pour certains auteurs, de crise de l'imagination, qui se traduirait par une certaine apathie, comme on l'a dit tantôt, une certaine apathie vis-à-vis des problèmes environnementaux auxquels on fait face aujourd'hui. Puis malheureusement, mais on sait que la toute première étape à une prise d'action face à une situation comme celle-ci, ça passe par une reconnaissance du problème, en fait. Donc, on n'est pas tout à fait là, globalement, puis c'est un peu à ça qu'on veut s'attaquer. Donc, dans cette perspective-là, il y a plusieurs auteurs, pas juste en études du jeu, mais dans toutes sortes de sphères en sciences humaines et sociales, ils vont parler de la nécessité de miser davantage sur des approches artistiques, narratives ou affectives pour rendre compte du rapport d'interdépendance qui lie l'humain au reste du vivant, donc à la nature. Puis là, je mentionne ça rapidement, mais une éthique de l'environnement va présupposer, par exemple, que la crise écologique découle fondamentalement, en fait, d'un rapport anthropocentriste qui est, en fait, non harmonieux ou non durable entre l'homme et la nature. Donc, c'est un rapport à la nature qui est ancré dans une perspective de croissance et un mode de production capitaliste, notamment. Et ça fait que la conscientisation aux problèmes qui sont engendrés par la crise écologique passerait par cette espèce de nœud-là. Et comme nous dit Vindy, l'homme devrait éliminer le rapport de domination qu'il entretient avec la nature et adopter une nouvelle relation avec elle. Donc, ici, dans Environmental Communication in the Public Sphere, Robert Cox y introduit le champ d'étude de la communication environnementale, en fait, qui va définir de façon à identifier 3 principes qui vont lier ensemble la nature, la communication puis la sphère publique. Pour lui, la communication environnementale, ça remplit une fonction qui est pragmatique, dans la mesure où elle permet d'éduquer, de sensibiliser ou de mobiliser les individus pour résoudre des problèmes d'ordre écologique. Donc, lui, il va parler à ce moment-là d'une communication qui est en action. Mais elle remplit aussi une fonction constitutive parce qu'elle construit des représentations de la nature, en fait, et de différentes facettes de la crise écologique. Et de fait, selon lui, selon Cox, la communication environnementale permettrait d'influencer, en fait, nos perceptions de la nature et notre rapport par rapport à la nature, justement. Donc, il va présenter 7 pôles de la communication environnementale. Il y a, par exemple, la rhétorique et les discours environnementaux, les médias et le journalisme environnemental, ce genre de choses-là. Et il parle de représentation, comme 7e pôle, les représentations de la nature dans la culture populaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur l'influence des images et des représentations de la nature qui sont produites par les médias de masse, là, par exemple la littérature, le cinéma ou les jeux vidéo. Donc, c'est ça, l'influence de ces images-là sur les perceptions, les attitudes des publics envers celles-ci. Par exemple, s'il y a certaines représentations qui peuvent véhiculer des discours sous-jacents, par exemple de domination ou d'exploitation de la nature, il y en a d'autres qui pourraient au contraire mettre en lumière des valeurs de réduction de la consommation, de préservation de ressources naturelles, etc. Je vais passer rapidement, mais en fait, Malcolm Ferdinand, qui a écrit Une écologie décoloniale, lui nous invite à penser notre rapport au monde à travers l'imaginaire, donc à travers l'imaginaire et les représentations. Il dit que la nature est imbriquée dans des imaginaires sociaux qui lui donnent sens, et de ce point de vue-là, ces imaginaires-là sont essentiels à la pensée écologique. Donc, il va dire, le sens donné à la terre, à la nature, au paysage ou à l'écologie se manifeste à travers un ensemble de pratiques sociales et culturelles, de récits ordinaires et mythiques, d'actions politiques et de formes d'organisation économique. Donc, ça nous amène un peu plus au vif du sujet. Donc, je vais parler juste rapidement. On le sait, en fait, l'industrie du jeu vidéo occupe vraiment une place immense dans le paysage médiatique contemporain. Puis, beaucoup chez les jeunes, en fait. Il y a Flanagan et Nissenbaum qui parlaient d'ailleurs du jeu vidéo comme un paradigme médiatique dominant au 21e siècle. En tout cas, il y a tout plein de statistiques, là, je pense que j'ai pas besoin d'y aller ici, on le sait, mais ce genre de statistiques-là nous pousse vraiment à réfléchir. C'est un des facteurs qui pourrait nous pousser à réfléchir au rôle de ce média-là et sa place dans la culture populaire, en fait. Donc, réfléchir à son rôle comme potentiel vecteur de conscience sociale ou conscience écologique. C'est un peu ce qu'on aborde depuis le début de la journée, donc c'est ça. Mais on peut quand même pas, je pense, parler de potentiel de conscientisation, de sensibilisation, sans quand même mentionner
puis tenir compte du fait que c'est une industrie qui a un énorme impact environnemental. Bon, c'est pas la seule, mais quand même. On parle par exemple de la production à la décharge de matériel électronique, comme les consoles, ordinateurs, les jeux physiques, les accessoires, tout ça. Mais aussi, de façon plus actuelle, là, des émissions de GES qui sont liées à la consommation en énergie du secteur du jeu en ligne, donc par rapport aux centres de données, qui sont souvent dans des endroits où, par exemple, l'électricité est au charbon, tout ça, donc c'est pas une énergie propre. Donc, c'est ça. Énormément de GES liés à ça. Mais quand même, malgré tout, si la popularité, en fait, qui est indéniable de l'industrie du jeu vidéo nous semble déjà une raison qui est pertinente de réfléchir, en fait, à son rôle comme potentiel vecteur de conscience écologique, comme j'ai dit, c'est d'autant plus intéressant d'aborder le jeu vidéo à la lumière, en fait, de son caractère fondamentalement social et interactif, en plus de son potentiel persuasif. Jane McGonigal, elle, dans son livre Reality is Broken, elle soutient d'ailleurs qu'il y a plusieurs sphères de la société qui pourraient bénéficier des apports du jeu vidéo et de sa pratique. Elle va évoquer notamment que les jeux sont capables d'aider les individus à prendre part à des luttes collectives, notamment à la cause environnementale, en suscitant un important degré d'engagement social. Donc, elle pense à l'engagement des joueurs en regard d'un changement social positif. Donc, c'est un exemple, peut-être que c'est un peu utopique, mais c'est quand même ce genre de réflexion-là qu'on peut avoir par rapport aux jeux vidéo. Puis aussi, c'est quand même intéressant de souligner qu'il y a quand même plusieurs initiatives dans l'industrie qui visent à promouvoir en fait cet effort de conscientisation. Là, j'en ai nommé quelques-unes. Playing for the Planet Alliance, il y a un Climate Special Interest Group, les Games for Change, tout ça. Donc, c'est quand même des initiatives qui visent à promouvoir des engagements écologiques qui sont autant vis-à-vis le contenu des jeux produits par l'industrie et les entreprises, mais aussi par rapport aux activités concrètes, là, de comment réduire leurs émissions de GES, des choses comme ça. Donc, il y a quand même des initiatives qui sont prises, qui sont intéressantes à souligner. Là, ici, par exemple, c'est sur le site du Climate Special Interest Group, là, du International Game Development Association. Donc, il y a quand même plusieurs ressources qui sont données là. Puis, il y a notamment une base de données qui provient de ce site-là, qu'on voit à droite. Donc, c'est un tableau Excel avec... en fait, qui nous montre qu'il y a vraiment une panoplie de jeux qui abordent directement la problématique de la crise écologique. D'ailleurs, Marc-André, tantôt, soulignait que maintenant, avant, tu les comptais sur le bout de tes doigts, puis maintenant, tu sais plus où t'arrêter. Il y en a beaucoup. Souvent, par contre, c'est des jeux qu'on va pouvoir, qu'on dirait, par exemple, des jeux sérieux ou à visée éducative. Par exemple, Climate Defense ou Fate of the World. Donc, c'est ce genre de jeu-là dont on peut parler, puis qu'on retrouve dans cette base de données-là, par exemple. Donc, il y en a beaucoup, c'est super intéressant. Par contre, il y a des auteurs, notamment Abraham et Jayman, qui vont, il y en a d'autres aussi, mais qui vont vraiment critiquer la plus faible portée, puis en fait l'impact qui est plus limité de ces jeux-là d'un point de vue global. Donc, ce serait quand même un facteur à souligner. Est-ce que l'impact concret chez les joueurs, est-ce qu'il serait aussi important, par exemple, que du point de vue de jeux qui seraient plus ancrés dans la culture populaire, par exemple? Puis, comme nous dit Alenda Chang, en fait, c'est qu'elle dit les jeux n'ont pas besoin d'être explicitement environnementaux pour avoir des implications environnementales importantes. Puis, tu sais, tantôt, j'entendais... des fois, on a l'impression, avec ces genres de jeux-là, c'est comme si on essaie de convaincre des convaincus. C'est un peu ça. Si quelqu'un qui adhère pas vraiment, qui n'aime pas qu'il adhère, là, mais qui ne croit pas notamment à une crise écologique, la personne va-t-elle vraiment aller jouer à un jeu qui nous parle de crise écologique? Pas nécessairement. Donc, c'est un problème ici auquel on peut faire face par rapport à ça. Puis plus tôt dans la présentation, en fait, je parlais de l'importance des représentations de la nature ou juste de notre rapport à la nature, ce qui peut très bien transmettre des discours ou des messages écologiques particuliers. Bon, ça, c'est d'autres exemples d'initiatives sur le site que j'avais mentionné tantôt, là, qui parlent des game jams ou des initiatives pour favoriser le développement de contenus vidéoludiques axés dans une perspective écologique.
Donc, dans Playing Nature, pour continuer sur ce que je disais, Alan Dechang nous dit que les jeux vidéo, en fait, ont vraiment un grand potentiel en fait, en ce qui concerne les représentations des effets de la crise écologique, mais aussi au niveau des schématisations de solutions possibles face à la crise, et puis ça serait grâce aux affordances uniques du média et de la culture vidéoludique qui l'entoure. Par exemple, il permettrait en gros là, de répondre à la crise de l'imagination que j'ai mentionné tantôt, de par son caractère interactif, performatif ou immersif, en conférant une agentivité aux joueurs. Donc, c'est ça, elle nous dit que les joueurs et les joueuses agissent sur le développement du récit ou simplement sur l'environnement du jeu. Par exemple, en le modifiant, en l'exploitant, en l'explorant ou en interagissant avec ces différents agents-là. Donc, c'est des choses qui ont cours dans les jeux en général et puis qui peuvent transmettre une certaine vision de notre rapport à la nature. Par contre, Alan Dechang nous dit quand même qu'en général, les jeux vidéo plus commerciaux ou mainstream restent quand même, selon elle, trop inexploités en termes de leur potentiel à créer des interactions significatives dans des environnements artificiellement intelligents ou à modéliser des dynamiques écologiques qui seraient basées sur l'interdépendance de l'humain à la nature et aussi de la limitation des ressources, ou à permettre aux joueurs d'explorer plusieurs futurs écologiques possibles qui ne seraient pas seulement dystopiques. Parce qu'en fait, à ce sujet-là, Abraham et Gaiman, ils remarquent aussi qu'il y a une prépondérance en fait de scénarios post-apocalyptiques ou dystopiques derrière les troubles de la crise écologique. Puis ça se voit vraiment dans le jeu vidéo. Eux autres énoncent notamment le fait qu'il y a une palette générique qui serait, dans les jeux mainstream, mettons, une palette générique qui serait relativement limitée. Donc ça, on est beaucoup dans les scénarios dystopiques, post-apocalyptiques, parce que, par exemple, les effondrements sociaux, environnementaux, qui sont souvent liés les uns aux autres, là, constituent des prémices qui sont centrales à certains genres vidéoludiques qui vont avoir tendance à placer le personnage joueur dans un environnement hostile, comme on a vu tantôt des exemples dans la présentation de Bernard. Donc, placer le joueur dans un environnement hostile comme le jeu d'horreur, de survie ou le jeu d'action-aventure, par exemple. Donc, différents genres comme ça qui nous mettent dans des situations plus de conflit par rapport à son environnement. Donc, on retrouve une grande prépondérance de ces genres-là, mais ce n'est pas les seules avenues possibles, puis c'est un peu ça que souligne Chang. Bon, ça revient un peu à ce que je disais, là. Donc, comme je mentionnais, l'origine du problème écologique, c'est principalement notre rapport de domination à la nature qui pourrait être représenté autrement. Donc, dans une perspective qui serait éco-critique, on peut élargir les pistes d'analyse des jeux, en fait, à des questions plus larges. Donc, on pourrait dire, je pense que j'ai ici, on pourrait dire quel rôle joue l'environnement physique dans l'histoire? Est-ce que les valeurs qui sont exprimées dans le jeu concordent avec une pensée écologique? Ou comment les métaphores de la nature ou du land influencent-elles la manière dont on l'aperçoit, dont on la traite? Puis d'ailleurs, il y a un autre auteur qui propose, lui, quelques questions possibles pour étudier plus spécifiquement le jeu dans une perspective qu'il va appeler éco-éthique. Là, il y a plusieurs noms pour ça, mais en tout cas, lui, il parle par exemple de poser des questions comme est-ce que l'environnement naturel est développé autant sur le plan ludique que sur les plans audiovisuels et discursifs, ou est-ce que les mécaniques de jeu sont anthropocentriques, ou bien est-ce qu'elles offrent des perspectives un peu plus alternatives? Sinon, est-ce que, d'un point de vue plus général, est-ce que le traitement des sujets écologiques, est-ce que c'est plus affirmatif, est-ce que c'est critique ou ironique? Quel ton est placé par rapport à ça? Donc, il y aurait vraiment plusieurs angles d'approche possibles pour étudier les jeux dans une perspective écologique ou éco-critique. Donc là, pour conclure rapidement, il y a en tout cas, à ma connaissance, on a beaucoup d'études en études du jeu où on va analyser des jeux qui permettent ce potentiel de conscientisation dont on a parlé, mais la perspective, en fait, des joueurs et des joueuses est pratiquement, peu ou pratiquement pas étudiée quand on se penche sur ce potentiel-là de conscientisation environnementale. Donc, qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est important d'aborder le jeu comme un espace interrelationnel, donc aborder l'expérience sociale entre les joueurs et les joueuses, et particulièrement dans le contexte de communautés en ligne, par exemple, parce que, comme le disait Maude, en 2015, les communautés, en fait,
participent au développement d'interprétations communes. On a aussi Chris Julian qui nous dit que, par exemple, un membre d'une communauté en ligne va développer, intérioriser certaines compétences, des manières d'interagir ou d'interpréter qui sont propres à une culture numérique et à un collectif donné, par exemple. Donc, c'est ça, le contexte de réception qui va être celui des communautés en ligne semblerait quand même potentiellement pertinent pour entrevoir une prise de conscience écologique chez les joueurs et les joueuses dans la mesure où il serait propice au développement d'idées et de discours communs entre les joueurs. Donc, c'est une perspective qui serait intéressante à aborder, mais ça peut être un peu difficile parce que, je vais finir là-dessus, parce que c'est quand même dur de rendre compte d'une prise de conscience chez les joueurs et les joueuses. On peut essayer d'interpréter ce qui est dit, mais bon, ça reste quand même quelque chose qui est dans la tête des personnes. Là, donc, c'est un petit nœud, mais en tout cas, moi, dans le cadre de ma thèse, j'aimerais ça aborder et identifier des commentaires qui abordent la question environnementale de façon plus générale, puis de laisser émerger différentes thématiques qui seraient plus récurrentes à partir de ces résultats-là pour voir, en fait, comment le sens des jeux est interprété, puis qu'est-ce qui en ressort, en fait, de ce potentiel de conscientisation-là. Donc, voilà. Merci pour la présentation. J'avais une question par rapport à justement les questions climatiques qui commencent à prendre de l'ampleur. On parle même de cli-fi. Ouais. Un débat, comment essayer d'articuler la cli-fi avec la sci-fi, des réflexions communes. Qui on va dire, se lance comme ça dans le domaine de l'imaginaire, mais aussi dans le domaine de la théorie critique. Il y a un ensemble de travaux qui lui en fait a complètement avec ses collègues délaissé le concept d'anthropocène, qui remplace par capitalocène, il a théorisé d'un capital fossile. Là-dessus, il y a d'autres chercheurs, dont Donna Haraway, qui a proposé le concept de tubucène, j'adore ce concept-là, en référence, mais une référence un peu ambiguë par rapport à l'œuvre de Lovecraft. Elle ne l'orthographe pas tout de la même manière. Bref, ça pour dire qu'il y a une sorte de tendance à proposer une critique effectivement non anthropologique de la crise climatique. Donc c'est un paradoxe assez intéressant, si bien que je me demande par rapport à ta présentation, tu disais justement généralement dans le domaine des jeux vidéo, les joueurs et les joueuses se retrouvent dans des environnements très hostiles, etc. Et il me semble que c'est justement là que la critique non anthropocentrique fonctionne, parce que c'est en donnant une forme d'agentivité à la nature qu'on parvient, je pense notamment à The Last of Us qui fonctionne très bien là-dessus, en donnant une agentivité à la nature qui est métaphorée par ces zombies un peu délirants ou tout simplement un environnement hostile, on parvient justement à nourrir une autre manière de percevoir le rapport qu'on a à l'environnement, au réchauffement climatique. Alors je veux juste savoir, c'est pas une question, c'est un commentaire général. Ouais. Tu regardes un petit peu ce qui se passe dans ouais, mais en fait, c'est genre que c'est un peu comme celui qu'on entend le plus, puis c'était plus dans la perspective de, tu sais, quand on parle de ça, souvent on va entendre parler de ce concept-là, mais c'était plus pour amener la perspective, en fait, de l'activité humaine en général, mais les autres perspectives que tu as nommées, capitalocène, chulocène, tout ça, c'est effectivement des perspectives plus poussées à aborder là, pour ça. Puis, en tout cas, merci pour ton commentaire, parce que je vais continuer à regarder ça. C'est un peu comme vous voyez, c'est un peu plus au niveau de la problématique, plus au début, mais c'est ça. Autre question? Oui, c'est ça. Ben, tu parlais, je m'étais pris une note quand tu disais d'une position du jeu qui ne serait pas anthropocentrique, puis justement, on voyait ce matin que même quand on essaie de nous faire sortir d'une position en nous mettant dans les souliers de quelqu'un de racisé qui vit de la discrimination, il faut quand même toujours, après ça, faire un retour sur soi, comprendre un peu la position dans laquelle on consomme ce média-là. Fait que je me demandais comment est-ce que tu envisages la création de jeux qui est hors d'un contexte anthropomorphisé, ou en fait, comment est-ce qu'on peut sortir un peu l'humain du contexte de création de jeu, parce que le contexte de création de jeu est très, très, très humain. Ouais, le contexte de création... Mais, comment je dirais ça? En fait... Hein? On peut jouer un animal, par exemple. Mais l'animal est quand même représenté, tu sais, on va avoir tendance à mettre des traits humains dessus, lui donner une agentivité humaine. J'ai joué à un jeu où j'étais un renard, puis il était pas mal renard. Ouais, mais... Selon ton... C'est quoi ton jeu de renard à recommander, là? Selon ton parle, en fait, c'est souvent que l'humain va être mis sur un plan
et puis la nature va être mise sur un autre plan, puis c'est plus au niveau des représentations. C'est comme s'il y a l'humain puis il y a le reste, dans le fond. Donc l'éco-critique vient, en fait, remettre ça en perspective en disant non, c'est vraiment c'est vraiment un cercle, puis il y a une interdépendance, tout est interrelié, puis on peut pas faire abstraction de l'un ou de l'autre. L'humain est connecté à la nature. Donc c'est un peu cette perspective-là qui a amené, là. Donc c'est parce que souvent dans les jeux, par exemple, on va avoir historiquement aussi, on va avoir le personnage au premier plan qui fait ses actions, puis l'environnement est un peu comme une toile de fond, là. Ça, c'est quelque chose qui a été souvent dit, puis donc c'est un peu plus de mieux intégrer l'interrelation puis l'interdépendance entre l'humain et la nature, dans le fond. Question, au fond. Mais c'est pas tant une question, en fait, c'est pour rebondir un peu ce qu'il vient de se dire, mais je me demandais justement si c'est pas pour ça que c'est intéressant de parler d'écologie décoloniale, dans la perspective au final, que plutôt de tenter justement de représenter de voir comment représenter la nature autrement, mais c'est plutôt d'aller voir les représentations de la nature dans d'autres cultures, puis surtout de voir comment ces représentations-là ont changé avec le colonialisme. Je vais juste penser justement, par exemple, aux Premières Nations, au peuple autochtone. Au final, parce que beaucoup de leurs représentations ont changé justement afin de pouvoir être mis en perspective avec le système juridique occidental pour pouvoir être mis en valeur, sans quoi ça ne passait pas dans le système juridique. Donc, ce qui a fini par amener à la nature à être beaucoup plus personnifiée comme un individu que ce qu'elle était avant. Je me demandais justement si ça pourrait pas être... Oui, mais vraiment, parce que tu mentionnes ça, puis dans son texte, justement, lui, il parle des effets, en fait, des colonisations européennes, puis il dit que ça a vraiment... Étant donné que ça a mené à la disparition de peuples entiers, le problème qui est... pas le problème, là, mais comme... ce que ça a fait, c'est qu'il y a vraiment eu une grande disparition de récits écologiques précolombiens. Et puis, en fait, lui, l'approche qu'il amène, c'est vraiment d'aller chercher, d'essayer de retrouver les traces de ces récits-là pour essayer de, comme tu disais, d'amener d'autres représentations qui ne sont pas dans notre perspective occidentale, là, mais pas occidentale, mais coloniale, là, si on veut. Donc, c'est super pertinent, mais c'est ça. Je suis pas encore. Il faut que je lise ce livre-là, mais je suis au début, là. Dernière question. Quand on parle de sensibilisation climatique, la crise, est-ce qu'on est encore dans le domaine de se préparer ou essayer de réparer les affaires? Ou est-ce qu'on devrait pas plutôt être dans, justement, il est trop tard? Parce que moi, en tant que climato, peut-être anxieux, ou peut-être cynique, là, mais est-ce que c'est pas plutôt ça? Là? On devrait avoir des jeux qui nous montrent que, regarde, ça va arriver à l'une, mais des jeux qui me permettent, qui me sensibilisent à recycler, mais bon, je suis pas moins. Non, mais ce qu'on considère à ce niveau-là, c'est que la fonction de l'espoir est vraiment importante parce que sinon, si on est juste dans le comme c'est fini, ben, je veux dire, il se passera rien. C'est pour ça que la fonction de l'espoir est importante, mais je partage un peu ta perspective, mais c'est ça, c'est juste... Oui, il faut qu'il y ait cette prise de conscience que ça va mal, mais il y a quand même la petite lueur d'espoir qui est quand même importante là-dedans, parce que sinon, c'est l'effet de paralysie, je pense qu'on dit. Donc, une fois qu'on se dit qu'il n'y a plus d'espoir, ben comme on abandonne. Là. Ouais, mais donc, qu'est-ce qu'on devrait faire, même s'il n'y a plus d'espoir? Ben là, ça démontre... On va vivre ensemble, là, la lente agonie. Mais comment on devrait réagir dans un concept de lente agonie? Peut-être plus... En tout cas. Ouais. Pousser pour un changement de paradigme total. Ouais, puis qu'il n'y en aura pas. Je préférerais qu'on termine la séance de questions sur la note d'espoir. L'espoir comme moteur de changement. Notre présentation s'intitule « Sensibilisation et conscientisation à la crise écologique par le biais du jeu d'aventure sous-marine Abzu », qui est un jeu que j'affectionne particulièrement, pour ceux qui me connaissent. Ça fait 4 ans que je fais des recherches sur ce jeu-là, mais bon, sur d'autres sujets que l'environnement, donc je suis contente de l'explorer sous un autre angle.
Comme vous le savez déjà et comme Mathilde nous l'a bien rappelé, on vit actuellement une crise écologique sans précédent, hein, et cette crise suscite des réactions différentes au sein des populations. Alors qu'elle pousse certaines personnes à l'action, d'autres se sentent impuissants face au sort de leur planète, paralysés par l'éco-anxiété, comme un certain d'entre nous. Et certaines personnes qu'on ne nommera pas, mais qu'on pourrait mettre en image, refusent de croire que l'humanité fait face à une crise imminente, à une menace imminente, et d'autres demeurent complètement indifférents là, face aux conséquences des changements climatiques sur les générations futures. Donc, dans ce contexte-là, il nous semblait important d'essayer de trouver des moyens novateurs de sensibiliser les climato-sceptiques, hein, n'est-ce pas, à la destruction de l'environnement, mais aussi de restaurer la confiance de personnes comme Sébastien, les éco-anxieux, envers notre capacité à renverser la vapeur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire dans notre présentation, c'est qu'on va d'abord poser l'hypothèse que le jeu d'aventure sous-marine Abzu détient le potentiel de sensibiliser à la menace pour la biodiversité et l'humanité que représentent les technologies lorsqu'elles sont soumises à des impératifs pétrocapitalistes. On va aussi suggérer que ce jeu peut conscientiser au pouvoir qu'on a d'agir sur la crise écologique, quoique, on le verra, certains éléments du jeu comportent certains risques, comme celui d'alimenter le spécisme, la croyance naïve envers une résolution rapide du problème et une foi aveugle envers la géo-ingénierie, que j'expliquerai plus tard. Et pour ce faire, sur le plan, disons, méthodologique et théorique, on va faire une analyse ludonarrative d'Abzu qui va prendre en considération ses mécaniques de jeu, sa narrativité, ses représentations et l'interaction de toutes ces choses-là. Puis on va le faire à la lumière de travaux issus des études postcoloniales, décoloniales et des humanités environnementales, qui sont vraiment plus le champ d'expertise de Sylvie, qui n'est pas là avec nous aujourd'hui. Et de théories que j'ai découvert en faisant la présentation, qui sont vraiment fascinantes. Et on va aussi, en fait, c'est Maëva qui a réalisé l'étude de réception en analysant, en lisant des milliers de commentaires de joueurs d'Abzu sur différents forums. Donc, elle va nous rendre compte des résultats de son étude de réception. Alors, malgré l'obsolescence programmée des cabinets d'arcade, des consoles, des ordinateurs, des tablettes, téléphones cellulaires et tous ces beaux appareils avec lesquels on joue, et même si le jeu vidéo est l'une des consommations d'énergie à usage domestique les plus intensives au monde, Chang soutient dans son livre Playing Nature que les jeux vidéo font partie de la réponse culturelle face à la crise écologique. Selon elle, jouer à un jeu vidéo permet d'en apprendre plus sur les processus naturels, les cycles de la vie, l'interconnexion entre les humains, les animaux, les plantes, la matière organique. Pourquoi? Bien parce que grâce à leurs affordances uniques, ils nous permettent de visualiser les conséquences de nos actions. Ils confèrent un aspect plus concret et opérable à des informations qui sont parfois abstraites, hein, parce qu'on ne voit pas nécessairement les conséquences de la crise climatique dans notre vie de tous les jours. Et ça vient aussi concrétiser des menaces qui paraissent lointaines. Bon, il va y avoir des problèmes dans 50 ans. Mais on sait que ça va arriver plus vite que ça. Donc, ce faisant, les jeux vidéo peuvent aider à éviter l'apathie, c'est-à-dire des réflexions comme « si j'habite en Amérique du Nord, pourquoi est-ce que je me soucierais de ce qui arrive en Antarctique? » Okay? Et pour ces raisons-là, Chang compare les jeux vidéo à des mésocosmes, c'est-à-dire des petits lieux délimités, partiellement fermés en plein air ou sous une serre où on réalise des expériences pour combler le fossé entre le laboratoire et le monde physique. Donc, ils reproduisent certaines conditions et nous permettent de les expérimenter à l'intérieur du jeu. Selon Chang, toujours, les jeux vidéo peuvent concrétiser la crise écologique, non seulement grâce à leur récit de spectacles et de destruction, mais aussi par l'expérience qu'on fait d'une alternance entre la vie et la mort, la dégradation et la régénérescence, que ce soit celle de l'avatar ou celle de l'environnement du jeu. Et donc, contrairement à de nombreux discours environnementaux qui ont tendance à adopter un ton apocalyptique, comme disait Mathilde, l'échec et la perte cèdent souvent le pas à l'espoir dans les jeux vidéo. Ce faisant, ça nous permet un peu d'éviter la paralysie, cette fameuse émotion qui consiste à dire quelle différence est-ce que je ferais de toute façon, we are all doomed. C'est ce que semblait ressentir Sébastien. Donc, le fait que les jeux vidéo nous redonnent de l'espoir par rapport à ça.
un espoir qui est bien important si on veut continuer à faire changer les choses. Et contrairement aux médias non interactifs comme la télévision, le cinéma, la presse écrite qui mise sur le langage verbal et visuel pour véhiculer des messages environnementalistes, les jeux vidéo peuvent nous rendre sensibles à un enjeu comme la crise écologique en nous incitant à performer des actions et à relever des défis. Donc, à cet égard-là, on pourrait appeler ce phénomène-là la sensibilisation, la conscientisation procédurale, pour prendre un terme de notre cher ami Bogost. Mais comme c'est le cas avec la rhétorique procédurale, comme j'ai montré dans une conférence il y a quelques années, la sensibilisation et la conscientisation en jeu n'opèrent pas seulement par le biais des règles et des procédures, parce que ces règles et procédures agissent de concert avec les sons, les images, les représentations véhiculées par le jeu. Donc, on va maintenant procéder à l'analyse ludonarrative d'Abzou. Et je tiens à mettre au clair que ce sont nos interprétations du jeu qui sont sans doute influencées par les lectures qu'on a fait, entre autres des lectures d'études postcoloniales, décoloniales et environnementalistes. Donc, ça ne veut pas dire que la majorité des joueurs font ces mêmes interprétations-là lorsqu'ils jouent à Abzou. En fait, on va le voir dans l'étude de réception. Alors, d'abord, ce qui ressort de l'analyse, c'est que les défis, les punitions et les récompenses régulées par les procédures et codes de programmation jouent un rôle important dans la sensibilisation et la conscientisation à la destruction de l'environnement. Donc, dans la première partie du jeu, le personnage joueur est encouragé à explorer l'environnement sous-marin paradisiaque, à collectionner des coquillages, à s'agripper au dos de créatures marines, à faire virevolter des bancs de poissons ou à méditer sur des statues en apprenant les noms des différentes espèces qui composent cet écosystème sous-marin spectaculaire, comme vous pouvez voir. Et faire ces actions-là nous font réaliser à quel point l'environnement sous-marin est riche et précieux. En explorant son environnement sous-marin, le personnage joueur, et là, j'ai malheureusement pas de photos pour illustrer ça, mais on découvre rapidement qu'il y a plusieurs portions de l'océan qui sont ternes, sans vie, dévastées même. Et on réalise rapidement aussi qu'on a le pouvoir de revitaliser ces zones dévastées-là en pénétrant dans des espèces de puits sacrés assez mystérieux pour faire don de l'énergie que renferme notre propre corps. Okay? Donc, on a tout de suite un sentiment d'agentivité par rapport à la destruction de la nature dans Abzou. On comprend qu'on peut participer à revigorer cette nature-là. On ne sait pas trop pourquoi, il y a un gros mystère autour de ça, mais on se sent capable d'agir sur la situation. Et il est possible de penser que ce sentiment d'agentivité-là puisse se transposer dans le monde hors jeu en encourageant l'action. Plutôt que le défaitisme, Abzou pourrait peut-être augmenter notre confiance envers notre capacité à trouver des solutions concrètes pour sauver la planète. Dans la première moitié du jeu, le personnage joueur a la possibilité de raviver des créatures marines disparues ou en voie de disparition dans le monde hors jeu, en interagissant avec des icônes de forme triangulaire qui sont dissimulées dans les bas-fonds marins. Et effectuer cette action-là lui permet de constituer une espèce de catalogue des espèces qu'elle a ramenées à la vie. Et bien que ce sauvetage et ce catalogage permettent de réaliser la fragilité des écosystèmes sous-marins, parce qu'on réalise que toutes sortes de créatures qui ont disparu au fil des décennies et des siècles, mais ça risque quand même de nourrir ce que Ryder appelle le spécisme, c'est-à-dire une forme de condescendance de la race humaine envers les non-humains, basée sur l'idée d'une hiérarchie entre les espèces et basée sur l'idée de la supériorité des humains sur les animaux. Les défis proposés dans la deuxième moitié du jeu offrent toutefois un moyen d'éviter ce risque-là parce qu'on met vraiment le personnage joueur dans une position très vulnérable alors qu'il pénètre dans une zone dévastée de l'océan remplie de pyramides explosives qui, elle, peut difficilement éviter en raison de la sensibilité des contrôles du jeu. Pour ceux qui ont déjà joué, vous savez de quoi je parle. Le fait que les pyramides explosives apparaissent comme un obstacle au bien-être de l'avatar nous encourage d'emblée à réfléchir au rôle des technologies dans la destruction du monde d'Abzou, mais aussi par ricochet de notre monde à nous, dans le monde hors jeu. Bon, alerte au divulgageage, parce que je parle de la fin du jeu.
À la fin d'Abzu, le personnage joueur emmagasine suffisamment d'énergie pour acquérir des super pouvoirs et en compagnie de son acolyte, le grand requin blanc, elle détruit une à une les structures pyramidales de manière à revitaliser la faune et la flore de l'océan. Et lorsque le duo atteint la fameuse pyramide centrale, il parvient à la neutraliser de manière à provoquer la transformation de cette structure métallique géante en oasis de verdure. Donc, c'est vraiment un happy end à l'hollywoodienne. Et le fait que ça suggère qu'il n'est pas trop tard pour désamorcer les technologies qui détruisent notre environnement peut peut-être redonner espoir à pouvoir trouver des solutions concrètes à la crise écologique, mais c'est sûr que cette fin heureuse, édulcorée, risque aussi de nourrir une croyance naïve envers une résolution rapide des changements climatiques. On a juste à trouver une technologie qui va tout réparer, puis ça va être sauvé. Donc, il y a quand même certains écueils dans le message écologique d'Abzu. Alors, si le personnage joueur explore les environs de la pyramide principale avant de l'atteindre, il peut faire la découverte d'une banquise et gagner le trophée Arctic Explorer. L'exploration de cette banquise lui donne l'occasion de marcher aux côtés des pingouins, même si, dans les faits, les pingouins habitent seulement en Antarctique. Il y a un petit bug ici, là. Et ça réveille un ours polaire, et comme vous avez pu voir, il se rendort tout de suite. Donc, lui, il n'est pas du tout stressé qu'on soit là à côté de lui. Donc, ce Easter egg-là est probablement conçu pour récompenser les joueurs-joueuses les plus curieuses, mais c'est à notre avis une opportunité manquée de montrer que l'Arctique subit déjà de plein fouet les effets dévastateurs du réchauffement climatique et fait l'objet de fortes convoitises, de rivalités de la part des grandes puissances mondiales qui cherchent à tirer avantage de la situation pour exploiter ces réserves d'énergie fossile qui seraient libérées s'il y avait des changements climatiques. Et dans ce contexte, c'est parce que l'ours polaire est l'emblème par excellence du réchauffement climatique, il semble particulièrement déplacé de dépeindre un ours polaire qui vit paisiblement sur une banquise et qui ne se sent pas menacé par la présence de l'avatar. Donc ça, c'est un petit bémol par rapport au jeu Abzu. Par ailleurs, dans Abzu, les défis, les punitions et les récompenses, donc tout ce qui relève de l'aspect jouabilité, ludique, ne permettent pas à eux seuls de comprendre pourquoi les technologies sont dommageables pour l'environnement et de circonscrire la cause racine des mutations écologiques. À cet effet, les images, les sons, les représentations d'Abzu sont cruciales. Ils ont un rôle vraiment important à jouer. Ce sont par exemple les cinématiques grandioses qui permettent de comprendre que détruire les pyramides vient revitaliser la nature, comme on le voit ici, là. Et c'est le contraste visuel entre les ondes géomorphiques colorées, grouillantes de vie d'une part, et les ondes géomorphiques rougeâtres, inanimées, sombres, dépourvues de vie d'autre part, qui concrétisent la menace que représentent ces dispositifs technologiques pyramidales pour la flore et la faune marine. Dans certains cas, les éléments graphiques et sonores amplifient carrément les effets de sensibilisation générés par les éléments ludiques. Alors que sur le plan de la jouabilité, la conséquence d'une électrocution se limite à la paralysie de l'avatar pour quelques secondes. Le son troublant de la décharge électrique, que vous n'avez pas entendu malheureusement parce que je parle en même temps, donc je n'ai pas mis de son, mais la vision horrifique de l'avatar en feu, mais ces deux choses-là suffisent à nous faire comprendre à quel point ces structures pyramidales-là sont létales, à quel point elles sont nocives. Et fait encore plus important, ce sont les fresques des temples submergés qui permettent de comprendre qu'est-ce qui a mené à la dévastation de certaines portions de l'océan dans Abzu. Quand on porte attention à ces fresques, il est possible de comprendre que les habitants d'une civilisation disparue vivaient jadis en harmonie avec la nature jusqu'à ce qu'ils inventent une technologie leur permettant d'exploiter l'énergie de l'océan plus efficacement, mais les ayant menés à leur perte parce qu'ils ont perturbé le délicat équilibre de l'écosystème sous-marin. Donc, sur la première murale, comme vous voyez, on peut voir ces habitants collecter de l'eau de mer avec des vases et puis retourner l'eau à la mer de l'endroit d'où elle vient. Et puis, on voit aussi le temple, le fameux puits sacré entouré
d'algues et couronné d'une anémone géante, et tout ça a l'air de se porter en bien bonne santé. Donc, on peut présupposer vraiment que tout allait bien à l'époque où ils allaient collecter l'énergie de cette façon-là, à la main, à petite échelle. Sur une deuxième murale, soit dans un autre temple ou plus loin dans le même temple, je ne me souviens plus, on peut voir une structure pyramidale inversée. Et je ne sais pas si vous remarquez ici, elle repose carrément sur la source d'énergie de l'océan. Donc, ça peut pas être plus explicite que ça quand on s'arrête pour la regarder. Et donc, on comprend qu'elle est là pour exploiter ces ressources-là. On peut apercevoir le personnage joueur qui manipule une boule d'énergie. Et d'ailleurs, ils ont le même symbole triangulaire, donc on les associe ensemble. Et à côté, on a les habitants de la civilisation disparue qui s'agenouillent comme s'ils vénéraient leur capacité à exploiter l'énergie de l'océan. Par contre, quand on se tourne vers, parce que ça c'est vraiment les trois murs d'une même pièce, quand on se tourne vers le fameux puits sacré, ben, on voit que les algues ont été détruites, l'anémone est fade et brisée, et les poissons s'enfuient. Donc on peut en déduire que depuis qu'est arrivée cette fameuse pyramide électronique qui vient qui arrive à peut-être être plus efficace dans le traitement de l'énergie de l'océan, mais il y a eu un débalancement de l'écosystème et ça l'a mené à la destruction de l'environnement sous-marin. Donc, ces fresques aident à comprendre que les technologies contribuent à la crise environnementale dans le monde hors ligne, dans la mesure où elles permettent aux sociétés capitalistes de surexploiter les ressources naturelles pour assouvir leur quête de croissance perpétuelle. Et ce faisant, elles mettent en évidence l'urgence d'une profonde mutation de notre rapport au monde, comme dirait Latour. Ensuite, dans Abzu, les éléments graphiques permettent aussi de comprendre à mi-chemin dans le jeu que l'avatar est, encore une fois, je vais divulgacher le jeu, l'avatar est en fait un robot, un androïde ou génoïde, parce qu'on ne sait pas le sexe qui est représenté, fort probablement la technologie la plus sophistiquée et développée par les habitants de cette civilisation disparue. Donc, comme vous venez de voir, lorsqu'il entre dans cette pièce de la pyramide, ben, il peut allumer un hologramme qui révèle son squelette de métal, en fait. Et si on omet d'ouvrir l'hologramme, ou si on ne comprend pas à ce moment-là que c'est un squelette de métal, ben, il y a une autre cinématique plus tard dans le jeu où l'avatar est violemment électrocuté, qui vont nous permettre de comprendre ça, parce que là, la combinaison de plongée du personnage brûle et laisse ensuite entrevoir pour, je dirais, quasiment 1 heure dans le jeu par la suite, le squelette de métal et le petit cœur en forme de triangle de l'avatar. Donc ça devient assez explicite à un moment donné que c'est un robot. Et ça, ce que ça permet en fait, c'est de nous décourager d'adopter un point de vue technophobe, de juste dire « Ah, la technologie, c'est méchant, ça va contre la nature » et de tomber dans cette dichotomie technologie-nature. Ça envoie le message que les technologies ne sont pas fondamentalement bonnes ou mauvaises, mais plutôt que c'est leur assujettissement aux impératifs économiques du libre marché qui les rendent complices de la surexploitation. Ça évoque aussi la possibilité de combattre le feu par le feu en suggérant que les machines peuvent nous aider à renverser la destruction de la planète si on en fait un usage judicieux. Par contre, bon, ma flèche a disparu. Bien, je la vois, mais... On la voit à l'écran. Oui, on la voit à l'écran. Ah, OK, bien c'est ça, c'est parce qu'elle est à l'écran, elle n'est plus sur mon écran. OK. Cette idée comporte toutefois le risque de laisser croire que la géo-ingénierie, c'est-à-dire une intervention technologique à grande échelle comme des capteurs de carbone ou des miroirs spatiaux,
peut à elle seule résoudre la crise environnementale. La foi aveugle envers la géo-ingénierie est problématique dans la mesure où elle n'aide pas à renverser le paradigme actuel de la croissance perpétuelle et dissimule la cause profonde, la cause racine du problème. Comme l'indique Latouche, le réenchantement du monde n'est possible que si on lutte contre l'idolâtrie de la croissance, du productivisme, du consumérisme et de l'économie de marché. Enfin, admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre paradigme dominant de croissance perpétuelle, ben, ça implique d'admettre que les jeux vidéo participent à ce paradigme dû à leur empreinte carbone, à leur mode de fabrication, d'emballage, de transport, de même qu'à l'obsolescence programmée des appareils dont je parlais tout à l'heure. Or, Abzu ne favorise pas une telle réflexivité puisque les pyramides électroniques évoquent peu le jeu vidéo. Enfin, moi, je le vois pas trop. C'est un autre petit bémol qu'on pourrait mettre sur le jeu. Je laisse Maëva nous rendre compte des résultats de l'étude de réception qui sont choquants, ma foi, c'est choquant. Merci Gabrielle et bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter en fait l'étude de réception que j'ai faite en lisant des commentaires sur toutes les plateformes, enfin les sites que vous voyez à l'écran, pour vérifier l'hypothèse, est-ce que Abzu fait réaliser un potentiel de conscientisation et de sensibilisation vis-à-vis des enjeux écologiques. Alors au total, j'ai donc lu et recensé 2421 commentaires pour ne trouver que 53 commentaires qui portent sur l'écologie. C'est-à-dire que c'est pas du tout ce qui retient l'attention des joueurs, la crise, tout ça. Les discussions portent surtout sur la difficulté des contrôles, on a du mal à nager correctement, c'est trop sensible, on se demande aussi est-ce qu'Abzu est vraiment un jeu, est-ce que c'est pas plutôt une sorte de film, mais surtout le sujet phare en fait c'est le prix, savoir qu'Abzu coûterait trop cher. On a en deuxième position quand même des ressemblances avec John Lee. Bref, le discours écologique qui passe un peu à la trappe. Ensuite, pour ce qui est ces 53 joueurs-joueuses, leurs commentaires, quand ils réalisent le potentiel d'Abzu, le message, ils vont quand même à fond dedans, c'est-à-dire qu'ils font des comparaisons avec le monde réel. Ils voyaient tous ces triangles qu'on a vus, donc ces pyramides électroniques, elles représentent soit des pétroliers, soit des chalutiers, des bombes aussi, et même l'humanité, mais pas l'humanité tout entière, seulement l'humanité qui pollue. Voilà. Donc Abzu serait en fait, selon eux et elles, une critique sans détour en fait de notre monde actuel, de notre société, mais une critique plus que bienvenue et qui serait source d'une prise de conscience vis-à-vis de ce qui se passe de nos jours et du fait qu'il faudrait réagir. Les joueurs-joueuses ont aussi une hypothèse à savoir sur l'avatar, puisqu'il y a il n'y a pas d'histoire écrite ou d'arrêt oralement, on ne sait pas qui est cet avatar, effectivement est-ce que c'est féminin ou masculin, pourquoi est-ce qu'il existe, à quoi il sert, mais on a deux camps qui s'opposent, là on a tout un débat, à savoir soit l'avatar il est là pour incarner la rédemption en fait de cette civilisation qui a utilisé à outrance la technologie et qui a donc détruit l'environnement, soit en fait c'est un avatar rebelle, en fait il est défaillant, il existerait pour poursuivre ce que faisaient ses ancêtres, à savoir détruire la nature, mais il a décidé d'œuvrer pour et par la nature. Donc il va à l'encontre de son utilité première. Donc en fait l'avatar il serait la personnification d'une prise de conscience qui est aussi favorisée, qui serait d'après 3 joueuses seulement, favorisée par la jouabilité. À savoir que parce qu'on peut, comme on l'a vu dans les vidéos, méditer, s'accrocher à des créatures marines et prendre le temps d'explorer, en fait, Abzu, ça nous offre surtout une expérience paisible, contemplative et du temps pour réfléchir à la nature, pour y penser et apprendre à la respecter. Par contre, on a une minorité de joueurs-joueuses, la 7 en l'occurrence sur les 53, qui trouvent que le message d'Abzu, il est écologique, ok, mais il est vraiment trop bateau, manichéen, banal et même décevant. Jusqu'à dire, d'un côté, ok, on a compris, il y a la technologie, c'est le mal, la laideur, la corruption, la souillure, et de l'autre, il y a la nature, c'est la beauté, la pureté. Et la technologie, c'est le mal qui a donc corrompu notre joli monde sous-marin, comme ils le disent.
Et l'avatar serait donc l'incarnation du mal, bien qu'il œuvre pour la nature. Alors, en fait, leurs commentaires ne sont pas passés inaperçus, puisque des joueurs ont répondu en disant « Mais vous voyez pas que l'avatar est un robot, enfin, est-ce que vous avez vraiment joué au jeu ?» Donc on peut supposer effectivement que ces 7 joueurs n'ont pas forcément terminé le jeu. Dans tous les cas, en fait, même si on joue à Abzu en solo, il y a quand même une possibilité du penser ensemble qui naît, puisqu'on voit qu'il y a des discussions, des échanges qui naissent sur les forums, à savoir pas seulement est-ce que vous avez vraiment joué au jeu, mais des gens qui échangent réellement pour essayer de comprendre le message du jeu et surtout qu'est-ce qu'on peut faire en le comparant au monde réel. Donc on cherche vraiment des solutions en fait. Donc pour reprendre les propos de Barreau, on a un penser ensemble qui nous aide au changement de paradigme sur un contrat solidaire du vivant. Donc on n'est plus dans le spécisme, d'un côté les poissons, le monde sous-marin, et de l'autre l'humanité. En fait, Abzu, ce serait donc une métaphore écologique, certes, mais d'après les joueurs et les joueuses qui ont vraiment, qui ont réfléchi au message écologique, le but, ce ne serait pas de nous montrer, ok, la technologie c'est le mal, mais plutôt de nous faire prendre conscience d'un usage raisonné de cette technologie. Puisque notre avatar est lui-même issu de la technologie, mais il œuvre quand même pour et du côté de la nature, est-ce qu'on ne pourrait pas nous-mêmes réaliser que la technologie, il faut en faire un usage raisonné, il faut penser un peu moins à tout ce qui est d'ordre capitaliste, surtout pétro-capitaliste. En clair, en fait, trouver un juste équilibre entre la nature, son exploitation et l'usage des technologies. Et donc on lit là d'ailleurs pour ce qui est du penser ensemble qu'en fait on a quand même une douzaine de commentaires qui commencent par le jeu. Voilà, moi j'ai réalisé qu'il faut prendre soin de la nature, et ces commentaires au jeu ils terminent au nous en disant en fait il faut que nous trouvions des solutions, ou bien nous sommes la solution des problèmes que nous avons créés. Donc le penser ensemble, là, il apparaît réellement, il existe. Il est minime, certes, par rapport aux commentaires sur le prix d'Abzu, mais il existe bien et bien. Donc c'est un appel à faire un usage raisonné des technologies. Donc on s'était demandé, en fait, avec mes directrices, si un agent facilitateur pourrait pas aider à mieux faire comprendre le message écologique d'Abzu, puisque 53 commentaires sur 2421, ça reste une minorité. Et si on ne pourrait pas tenter une expérience pédagogique auprès d'un groupe d'adolescents. Quoi qu'il en soit, pour le moment, c'est la fin de notre présentation. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisque la parole est à vous. Je me demandais, vous êtes penché sur la réception, est-ce que vous avez pensé à explorer un peu la production? Qu'est-ce que les développeurs disent de Abzu? Parce que de la manière que, surtout avec les conclusions que vous tirez de la réception, on dirait quasiment plus que c'est une thématique écologique plutôt qu'un message écologique. Donc je me demandais si ça pourrait être intéressant de voir si les développeurs, c'était vraiment l'idée de transmettre un message, ou que c'était plus de mettre le jeu dans une thématique comme ça. Que dans l'ensemble des recherches que je fais, je vais rarement du côté de l'intention et des producteurs, parce que de toute façon, même s'il y a une intention, elle ne sera pas nécessairement interprétée comme telle par les récepteurs. Donc, je m'intéresse plus du côté du texte, de ce que le texte offre et de comment ils ont été interprétés. Cela dit, si je faisais une thèse sur Abzu, j'irais peut-être du côté des concepteurs aussi pour avoir la boucle communicationnelle au complet. Mais là, étant donné que c'était juste pour un article et une présentation, c'est limité à ça. Mais ça ne serait pas inintéressant. La production Abzu. Ouais. Aussi, à un moment donné, il va falloir que je passe à un autre jeu. Oui, c'est ça. Non. C'est sûr que ça pourrait être intéressant de voir c'était quoi la réelle intention. Moi, je pense qu'il y a assez d'éléments dans Abzu pour voir qu'il y avait quand même un message environnemental. C'était peut-être pas leur but premier de sensibiliser, par contre. Ils se sont dit, nous, c'est un sujet qui nous touche, puis on designé autour de ça. Il n'y avait pas nécessairement une intention pédagogique derrière, qui est aussi affirmée que dans certains jeux qui sont moins mainstream, disons. Je pense que la visée première là-dessus, ça reste quand même le divertissement. Mais il faudrait vérifier.
peut-être lire des entrevues qui ont déjà été faites avec eux. Justement, j'aurais une question par rapport, si personne d'autre veut intervenir, j'aurais une question par rapport à comment on fait pour expliquer cet écart-là entre la réception réelle des joueuses et puis les conclusions de votre analyse, comment on fait pour expliquer cette séparation? C'est un petit peu sur ça qu'on a fini dans la conclusion, c'est de dire, puis c'est la conclusion à laquelle j'arrive toujours, ceux et celles qui ont lu ma thèse, puis la parodie, c'est subversif, mais si on la prend, puis on la met dans un contexte pédagogique, puis qu'on a un accompagnateur, accompagnatrice qui s'en sert pour faire la sensibilisation. Donc, c'est un petit peu la même chose qu'on conclut ici. Quand les joueuses jouent dans un contexte naturel, à la maison, pour le fun, ils n'ont pas tendance à accrocher comme ça au message. Il y a juste 53 personnes qui ont accroché au message. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous l'avez vu, le jeu est riche, il suscite des discussions, on peut s'en servir dans un contexte pédagogique de classe, par exemple, avec des jeunes, pour les amener, pour ouvrir certaines discussions qui vont être moins moralisatrices, moins plates, moins défaitistes que d'autres discours. Et puis, je pense que ça marcherait. Moi, j'aurais envie de le faire, en tout cas, là, avec des jeunes, de leur faire jouer au jeu, puis après ça, qu'on s'assoit pour qu'on ait une discussion sur l'environnement. Et là, peut-être que la sensibilisation opérerait, mais ça prendrait l'accompagnement d'un facilitateur, d'une facilitatrice pour vraiment faire en sorte que le potentiel de sensibilisation puisse s'actualiser chez les... Ce que tu me dis aussi, c'est qu'on dirait qu'il faut la croyance première que les jeux vidéo peuvent nous apprendre quelque chose sur le monde. Ou, donc, si on n'a pas cette première croyance-là, puis on considère les jeux vidéo comme un simple divertissement, possiblement qu'on ne sera jamais capable d'arriver à l'interprétation. C'est intéressant ce que tu dis, parce que si les médias de masse continuent à véhiculer le message que les jeux vidéo, c'est une perte de temps, est-ce que les jeunes qui jouent à des jeux vidéo comme là-dessus sont dans des prédispositions mentales pour penser « Ah oui, mais ça peut être un jeu qui m'apprend quelque chose, qui me fait réfléchir. » Dans le fond, ils se mettent toujours en mode divertissement. Jeu trop cher en plus. Ouais. J'ai deux questions. On va terminer avec ces deux questions-là. Allez-y. Peu importe. Je me demande dans quelle mesure, premièrement, merci pour la présentation, elle était super intéressante. Et je me demande dans quelle mesure c'est pas aussi une question de littératie en fait, vis-à-vis du médium vidéoludique, dans le sens où pour avoir accès à un message qui pourrait être caché dans les dynamiques intersémiotiques en fait du jeu, s'il ne faut pas d'abord avoir une bonne connaissance des codes du jeu vidéo avant de pouvoir avoir accès à ce genre de truc, et peut-être que je me dis peut-être que ça fait partie des raisons qui font qu'il y a une différence en fait entre la réception réelle et ce que vous y avez lu au cours de l'analyse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, on pourrait faire une analyse comparative entre des non-joueurs et des joueurs pour voir si la réception est différente, mais c'est toujours ça les limites d'une étude de réception qui est faite avec des publications en ligne, c'est-à-dire qu'on n'est pas en entrevue avec quelqu'un, on ne peut pas lui poser les questions qu'on veut, on est un peu soumis au matériel qu'il y a là sur le terrain, mais ça donne quand même une bonne idée, puis surtout, elle en a lu quand même 2400. Alors, c'est quelque chose que je n'arriverais pas à faire avec des entrevues. Je n'arriverais pas à avoir 2400 personnes. Donc, on trouvait peut-être ça, pour une première approche, en tout cas, de la réception du jeu, on trouvait ça plus utile d'aller vers le grand nombre pour voir est-ce que ça s'actualise de quoi ce potentiel-là. Et semblerait-il que peut-être, c'est difficile de savoir, peut-être qu'il y a des gens qui ont écrit un commentaire sur le prix, mais qui ont quand même été sensibilisés. On ne peut pas le savoir, ça, mais on trouvait ça quand même dommage qu'il y ait juste 53 commentaires là-dessus, alors que quand il y avait des commentaires là-dessus, ça suscitait des conversations vraiment profondes. Et ça c'est intéressant. Donc, ça me permet de voir que si on se sert du jeu pour entamer une discussion sur le sujet, il peut y avoir des échanges vraiment intéressants. Ça nous donnait un petit aperçu dans les échanges. Les 53 joueurs, moins les 7. Moins les 7 qui ont moins aimé. Et puis Marc-André, tu voulais... C'est plus commentaire. Merci beaucoup pour la présentation. Puis, deux commentaires parce que tu suscité un. Ça m'arrive aussi des fois avec des gens de l'industrie qui me disent « Ouais, mais non, les jeux, c'est fait pour le divertissement. On n'est pas là pour apprendre quelque chose. » Puis à chaque fois, je leur réponds « Oui, mais tous vos joueurs sont capables d'identifier un AK-47. » Fait qu'il y a quand même eu
l'utilisation à l'intérieur de ce savoir-là. Et l'autre point que je trouve intéressant, parce que c'est la première conférence, en tout cas, qu'on a eue jusqu'à date, qui soumet le problème de la technologie. Je trouve que c'est un gros problème dans les jeux à portée écologique, parce qu'il faut, dans une posture d'écologie sociale, la technologie a un rôle central pour qu'on puisse dépasser le problème actuel. Et le problème est plus dans la notion du progrès, dans l'imagination des technologies futures. Parce que si déjà avec les technologies qu'on a actuellement dans le système capitaliste dans lequel on est, tout ce qu'on fait, c'est de polluer encore plus en reproduisant le modèle capitaliste, toutes les prochaines technologies qu'on associe au progrès vont de toute manière se retrouver dans ce marché-là. Fait que la solution n'est pas dans le progrès, mais dans réimaginer avec les outils technologiques qu'on a déjà maintenant. C'est plus dans ce sens-là. Fait que je trouvais ce point-là intéressant, mais juste dire c'est le progrès qu'il faut rejeter et non c'est le paradigme de la croissance perpétuelle, en fait, qu'il faut rejeter. Il faut aller vers la décroissance. Et ça, c'est très subversif parce que ça va complètement à l'encontre du système capitaliste. Alors, c'est beaucoup plus facile de dire on va inventer des technologies qui vont sauver l'environnement. Ça, tout le monde va écouter, même les gros capitalistes. Ah ouais, on va en construire des capteurs de carbone, machin. Mais quand tu leur parles de décroissance, là, ils s'enfuient en courant. Alors, un peu, en fait, c'est pas nécessairement le message qu'on voit directement à Abzu. Et ça faisait partie des critiques qu'on avait. Ça n'a peut-être pas ressorti beaucoup pendant la présentation. On a écrit un article aussi là-dessus. Mais c'est un peu une des faiblesses d'Abzu. C'est pas tant de montrer des solutions technologiques, plutôt que de montrer que c'est la décroissance qu'il faut viser au-delà des... C'est sûr qu'on peut faire les deux en parallèle, mais la décroissance est peut-être un peu notre seul espoir, finalement. Émile peut poser une question aussi. Mais on peut en jaser aussi. On peut continuer à en jaser en après-midi, c'est tout long. Merci. Alors, ça finit encore sur l'espoir. Bonjour tout le monde, je me sens choyée d'être ici. Ça fait un petit bout de temps que je suis plus dans le monde de la recherche. Comme dirait Laureline, je suis plus une praticienne réflexive. Je pense que tu aimes ce terme-là. Juste deux petites notes avant de plonger là, dans la conférence. Je travaille entre autres avec les Premières Nations. Et puis, une des choses que j'ai appris d'eux, que j'aime vraiment beaucoup et que je veux perpétuer pour qu'une réconciliation se fasse aussi, nous, avec eux, c'est en début de séance d'être reconnaissants. Ils ont une très grande reconnaissance de leur relation avec Mère Nature et la relation les uns avec les autres. Donc, je voudrais souligner ma reconnaissance que j'ai pour ce colloque, pour ceux qui sont ici aujourd'hui, pour tout ce qui a été partagé, pour ceux qui sont là pour assister et pour les organisatrices, là, autant les étudiants. Là, merci. Je pense que ce penser ensemble dont on a discuté un peu, là, ben, on y est, là, on le fait ensemble. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième chose que je voulais dire, c'est première chose due, j'ai dit que j'allais faire un point d'orgue avec le D de Bernard de tout à l'heure. Alors, voici un D. Et, non, c'est celui-là. Voici un D6, c'est tout à fait normal. Et donc, Bernard, tu seras le gardien du D. Wow, il faut que je regarde comme ça toute la... Non, ça va être correct. C'est une conférence que je propose qui soit interactive. Donc, à la fin de la présentation, on va faire un petit jeu. Tu vas être le gardien du dé. Okay. Tu vas avoir un rôle très, très simple, lancer 3 fois. Parfait. Ça, qui va nous mener au lunch ensemble. Je mets ici pour être sûr. Voilà. Et puis, ben, juste avant de commencer, je vais vous dire que j'ai 4 parties à la conférence. Je vais essayer d'être brève parce que je sais que je suis la dernière chose entre nous et le lunch. Là, si vous ne pouvez plus, s'il vous plaît, allez manger. Ne me mordez pas. La première partie, c'est simplement de parler de qu'est-ce que c'est Ablalab et ma posture qui émerge des résultats de ma maîtrise.
La deuxième, ça va être interactif. Donc, c'est une plateforme en ligne qui est intégrée directement à PowerPoint. Donc, vous allez être invité à sortir vos téléphones, rentrer un numéro, texto, ou sur la plateforme web. Je vois que Maud a son ordinateur, fait qu'on peut voter de la même façon. La troisième, il va y avoir quelques notions théoriques, mais je pense qu'on a beaucoup parlé de toutes sortes de théories, fait qu'on va peut-être y aller un peu plus vite parce qu'il y a plusieurs personnes qui en ont déjà parlé. Et la dernière, je vais parler de différents jeux. Puis, avec tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai quasiment envie de plus skipper quelques jeux puis parler spécifiquement du jeu Corps des Cap, qui est le co-renforcement des capacités pour faire des changements systémiques, qui est un jeu qui pose l'hypothèse qu'en passant par le co-renforcement de nos capacités, c'est une façon d'adresser nos problèmes systémiques et les sceptiques. Alors, conférence interactive, bon, d'abord, comme on en a parlé, là, Able Blalab, qu'est-ce que c'est? Ça émerge de ma maîtrise en sciences appliquées de l'Université de Montréal, design et complexité, où j'ai rencontré Sébastien. On n'était pas beaucoup en game design à ce moment-là. Le titre de ma maîtrise s'appelle « Jeux à portée sociale vers une nouvelle appellation d'un divertissement responsable ». Je pourrais en parler pendant des heures, mais ce n'est pas le sujet. Donc, portée sociale, on a parlé de persuasif, sérieux, thérapeutique. Donc, portée sociale, c'est un terme qui est un peu galvaudé, mais qui englobe un peu le grand parapluie. Et pourquoi moi j'ai gardé ce titre-là, c'est entre autres parce que je suis allée pendant 4 ans au Games for Change et j'ai vu que cette appellation-là regroupait un peu là, plusieurs sortes de jeux. Et contrairement aux jeux sérieux, Jesse Shell, qui est un des pionniers là, du festival Games for Change, et sa position, il parle de jeux transformatifs parce qu'il trouve que le terme sérieux nous empêche de toucher à la sensibilité du rire et de s'amuser quand on fait des jeux. Parce que si on est en train de faire un jeu sérieux, si on s'amuse puis on a du fun, peut-être qu'on fait quelque chose de pas correct. Donc, c'est un peu ça, sa posture, qui est un peu aussi la mienne, parce qu'on le sait, les hormones du plaisir qui vont dans notre cerveau vont être moteurs à nous motiver pour poursuivre l'action. Donc, c'est un peu la position que j'ai. Là. Mais encore une fois, là, c'est à défaut de d'autres termes. Là. Donc, ABL, c'est mes initiales, mais c'est aussi la capacité en anglais, able, de mettre un message en mouvement en le jouant. C'est un design qui se propose plutôt centré sur l'humain, donc on ne regarde pas l'objet jeu, mais plutôt le sujet jouant, et on s'intéresse à ce que le joueur et la joueuse va vivre, et c'est vraiment là-dessus qu'on va porter notre attention spécifiquement. Donc, pour la prochaine petit exercice où vous allez sortir vos téléphones si vous voulez, je vous invite à choisir quelle aventure vous aimeriez vivre. La nature en danger, en disparition en nous, en peau, en ville, toutes ces réponses ou autres. Je propose le choix que vous avez fait pour vous-même, de le garder en tête et puis d'en discuter à la fin de la conférence, quand Bernard va lancer un dé. Ça va nous permettre de jaser avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, avec qui on ne parle pas d'habitude. Puis je vais vous inviter à discuter de comment on se sent quand une aventure est la nature en danger. Qu'est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce que ça nous fait vivre? Puis on va pouvoir un peu plus en parler dans les prochains choix. Donc, qu'est-ce qui fait de nous des humains? Parce que c'est un design qui focus surtout sur qu'est-ce qu'on vit en tant qu'humain. Je vous invite, encore une fois, avec vos téléphones, d'écrire juste un mot, une caractéristique de qu'est-ce qui fait de nous des humains. Donc, c'est peut-être une petite gamique là, de conférences d'utiliser Paul Everywhere, mais ce que ça permet, c'est que tout le monde soit au même niveau de c'est quoi le pouls de la salle. Qu'est-ce qui fait de nous des humains? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on est des êtres vivants, avec du potentiel? On a de l'imagination, de la créativité. On est des êtres curieux. On est aussi mortels. On est aussi en mouvement. On est aussi organique. Ça veut dire qu'il y a des options de poursuivre, même si le jeu en soi ne nous fait pas vivre certaines conscientisations, par le fait d'en parler à deux ensuite, après
après le moment de jeu, on peut faire des prises de conscience, comme Gabrielle nous disait par rapport c'est dans ta thèse, je crois, qu'on peut faire des prises de conscience parce qu'on est toujours en mouvement. Donc, qu'est-ce que ça nous dit aussi? C'est qu'on est des êtres naturels dans la nature. Le schéma que vous voyez en ce moment, c'est juste l'eau. Mais on pourrait aussi regarder l'air. On pourrait aussi regarder tout ce qu'on mange 3 fois par jour. Tout ça, c'est de mère nature. On n'est pas en dehors de la nature. La nature est en nous et nous sommes en elle. Donc, l'interrelation entre ce que nous vivons en ce moment, c'est une affaire personnelle. Le data à la première personne, que ce soit l'éco-anxiété ou que ce soit qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on boit, en sachant qu'il y a du plastique dans l'eau, nous en buvons. Donc, c'est une affaire personnelle. C'est important de se saisir de ces informations-là pour savoir que, hey, ça ne nous arrive pas juste à nous. Boris Cyrulnik parlait de la résilience comme étant le système agit sur nous, mais nous pouvons aussi agir sur le système. Excusez. Donc, nouvelle en primaire qui était dans la presse cette semaine, les docteurs, les médecins vont enfin pouvoir nous prescrire des moments dans la nature. Apparemment, après 20 minutes dans la nature, ce serait assez pour contrer les effets du cortisol. Le cortisol, c'est l'hormone du stress. On l'a eu dans le tapis pendant la pandémie, là, le cortisol. Donc, comment on fait pour se rebalancer, pour se sentir plus de dopamine, des hormones de plaisir, se sentir bien vivant? Bien, apparemment, à partir de cette semaine, d'après le président de l'Association québécoise des médecins en environnement et membre du collectif Prescrit Nature, j'espère qu'on va beaucoup en entendre parler de Prescrit Nature, on va maintenant pouvoir recevoir des prescriptions de médecins pour dire « va-t'en dehors, va jouer dehors », comme il disait dans le temps. Alors, dernier petit sondage, cette fois-ci, vous pouvez écrire des mots complets. Je nous invite à imaginer, qui parlait d'imagination, l'importance de se sentir en pouvoir d'agir. Quelle sorte de design de jeu aiderait joueurs et joueuses à aller dans la nature au moins 20 minutes? Laissez-vous aller dans votre imagination. Tout est possible. Donc, je ne sais pas si vous réalisez à quel point là, toutes les personnes qui sont là, on a une intelligence collective et un désir de faire et de jouer de manière à solutionner des problèmes ou au moins être en posture de plaisir et jouer et participer à être mieux. Donc, on pourrait continuer un bon bout de temps, mais je vais juste entrer dans un autre secteur un peu rapidement, parce qu'on a beaucoup parlé dans les conférences, où vous avez parlé dans les conférences de toute la notion de valeur dans les jeux qui sont véhiculés. Et puis, effectivement, vous connaissez Mary Flanagan, dans son livre Values at Play, elle conçoit, elle porte l'hypothèse que les jeux véhiculent tous des croyances. Donc, que ce soit un jeu thérapeutique, que ce soit un jeu journalistique, que ce soit un jeu d'horreur, il y a tout le temps, à même les représentations des mécaniques, il y a des valeurs qui sont promues. Pourquoi on va appeler ça de divertissement versus sérieux? Bien, certaines personnes vont dire que c'est parce qu'ils véhiculent des valeurs qui sont culturellement adoptées par la société. Donc, on ne se rend pas compte que c'est des valeurs parce que c'est adopté de manière générale, comme par exemple, si on demande à un poisson « qu'est-ce que l'eau ?» il va dire de quoi tu parles. C'est un peu l'idée que c'est difficile de se saisir qu'on a des valeurs ou dans les jeux ou personnels si tout le monde partage ces mêmes valeurs-là. Et on a parlé aussi de Jane McGonigal, je me souviens plus, c'était de Mathilde qui en a parlé, donc c'est un peu entendu, là, tout le monde est d'accord, elle le dit depuis 2011. Portée sociale, point d'interrogation, en fait, nous sommes des humains vivant des situations de manière biopsychosociale. Biopsychosociale, bien, je pense que je n'ai pas besoin de vous faire une démonstration. Vous êtes vous-même dans votre corps, vous le savez quand quelque chose vous effraie, quand votre pouls augmente ou pas, quand vous avez des sensations physiologiques.
la question de la valeur et de la dévaleur est peut-être justement à un autre endroit, un petit peu plus philosophique. Ce que je veux dire par là, c'est que sans s'en rendre compte, on a été dans des contextes, dans des institutions, dans des manières d'être qui valorisent beaucoup l'intellectuel. On est à l'université, n'est-ce pas? Et on a peut-être dévalorisé le corps, les sensations. Donc, on s'est coupé de cette communication-là qui est en fait tout le temps là. Une des découvertes que j'ai faites dans ma maîtrise est Antonio Damasio, qui est un neuroscientifique, qui, je vois la tête, qui a écrit L'erreur de Descartes. En fait, ce serait depuis 1637 que Descartes aurait vu et mis de l'avant « je pense, donc je suis », donc l'existence est en haut de la tête. Je vais encore citer l'Aurélien, je suis désolée, 2 fois dans la même conférence, qui parlait que Descartes voit les animaux et même le corps comme quelque chose de mécanique. Or, nous ne sommes pas des machines, nous sommes organiques, nous sommes en mouvement. Il y a des choses qui se passent dans notre corps. Donc, l'invitation de Damasio, qui est un neuroscientifique et qui a pris conscience que c'est pas vrai, on pense avec notre corps, est je prends conscience de moi-même, donc j'agis. Je pense que c'était Bernard qui disait ça, toute l'idée qu'on est des êtres en mouvement. Donc, comment cette conscience-là peut être valorisée? Simplement en ayant le pouls de qu'est-ce que je suis en train de vivre, qu'est-ce qu'on a vécu en vivant le jeu, le lendemain, le surlendemain. Comme je disais, valoriser l'introspection pour une conscience de la nature sensible, ben, en fait, c'est vraiment une valorisation qui a été dévalorisée au préalable, mais je pense qu'on veut aller vers ça aussi, que c'est la nature est en nous, donc on a ces données-là. On peut appeler ça du data à la première personne, là, pour être très scientifique. Ce n'est pas la troisième personne là, que je m'observe de l'extérieur. C'est de l'intérieur, qu'est-ce que je vis quand je suis en train de jouer, quand je suis en train de, après jouer, ou avant même de jouer. J'ai envie de jouer à ce jeu-là parce que je suis curieux de, ou j'ai envie de me défouler. Fait que je vais aller jouer à un jeu de combat, puis là, c'est catharsis. Donc, prendre conscience de avant, pendant et après, ça peut être une façon de prendre le pouls, pas seulement de la stimuler des jeux vidéo par les yeux et l'ouïe, mais aussi d'entrer en contact avec tout ce qui fait de nous des êtres naturels. Donc, tous les sens. Ça, c'est pas nouveau, vous le savez tous, vous êtes habitués de voir ces chiffres-là. Juste un petit rappel que toutes ces personnes-là sont aussi des humains et sont aussi en train de vivre un changement climatique. J'ai écrit « Ne me croyez pas sur parole, voyez par vous-même ». Ben, je pense que quand on a chaud, puis il fait 40 dehors, comment on se sent? Apathique? Impatient? Anxieux? Amorphe? Les recherches démontrent que quand il fait très chaud dans certaines villes, il y a plus de meurtres, il y a plus de violence. Est-ce que ce n'est pas un début de réponse de prendre conscience que ton pouls augmente, de ralentir, de ne pas se brusquer? Quand on est dans un moment de crise, n'est-ce pas le bon moment pour se saisir de qu'est-ce qu'on vit et peut-être prendre conscience qu'on a envie de tuer quelqu'un parce qu'on est de mauvaise humeur, puis je me peux plus, j'ai trop chaud. En prenant conscience de soi, n'est-ce pas déjà un début de décélérisation ou comment tu as dit ça? Décroissance par rapport à nos réflexes normaux, naturels, réactifs de prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, ça peut me permettre de ne pas être dans des réflexes automatiques. Faire des nouvelles valeurs nécessaires pour le 21e siècle, bon, j'en ai parlé un petit peu, valoriser qu'est-ce qu'on vit à l'intérieur de soi, mais aussi de faire des changements de paradigme, on en a parlé, des changements systémiques. Comment on fait ça? Bien, on s'intéresse à autre chose de ce que nous sommes. On rentre dans des zones d'inconfort, on est nouveau, on est curieux. On a parlé un peu du jeu Never Alone tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui parlait par rapport à la communauté. Je voulais juste donner un petit aperçu que ce jeu-là a été co-designé avec les Premières Nations qui sont comment on appelle ça, en voie d'extinction.
Donc, les designers, qui était vraiment un super bel exemple, si vous voulez lire sur le processus de création de ce jeu-là, c'est absolument magnifique. Et c'est aussi une façon de se saisir des valeurs qui sont différentes. Puis, contrairement à d'autres jeux qui sont peut-être juste persuasifs, ou celui-là, il se veut pas nécessairement différent. Il veut parler à une population, à monsieur, madame, tout le monde. Fait que je serais vraiment éventuellement très curieuse d'entendre si ça vous touche, ce genre de symbolique-là. Il y a aussi un jeu, peut-être que Mathilde l'a mentionné, je ne sais pas, est-ce qu'elle est encore là? Non? Le Climate Game, ça a été créé par Financial Times et c'est basé sur de la vraie science. Puis tu te mets dans la peau de quelqu'un qui va être ou un politicien ou un jeune étudiant militant ou un politicien. Donc, selon les choix que tu vas faire, tu vas avoir des réponses différentes, puis ça va vraiment te montrer de quoi on doit se saisir exactement. Donc, juste un dernier truc là, un peu théorique, on ne change jamais les choses en luttant contre la réalité existante. Pour changer quelque chose, il faut construire un nouveau modèle qui rend l'ancien obsolète. Ce sera sans surprise que je nous encourage tous à prendre ce qui est de bien dans les jeux vidéo et de l'amener dehors dans la nature, de se permettre d'emprunter, de hacker qu'est-ce qui se fait pour ensuite peut-être reprendre des vieilles technologies, les jeux de table, des jeux de rôle, qui peuvent être une façon d'intégrer du plaisir dans ce qu'on fait, mais aussi d'amener ce qui est de mieux dans les jeux vidéo. Hubert Reeves, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un astrophysicien qui a beaucoup milité pour la cause écologique. Et il y a quelques années, il était dans un film, un documentaire qui s'appelle La Terre vue du cœur. Puis il ressassait le fait que pour agir, pour être dans l'action, on doit considérer les rôles de l'affect et nous devons être touchés pour agir. Que notre conscience se transforme en action et que chacun devienne dynamique. Fait que dans notre petit jeu de fin, je vais vous inviter à parler de ce matin, qu'est-ce qui vous a touché, où est-ce que c'est venu vous toucher de manière plus sensible, puis de commencer le dialogue à ce sujet-là. Le jeu est une expérience. Je pense que je vais passer un peu les autres slides. La joie est communicative comme l'électricité est conductive. J'ai mentionné rapidement tout à l'heure l'importance de se saisir de nos émotions, mais aussi de voir comment on peut les créer, parce que les recherches nous ont démontré que quand on est de bonne humeur, on rit, on s'amuse, on est détendu, quand on arrive dans une situation de type puzzle, on est dans un très grand puzzle en ce moment, n'est-ce pas, avec la crise climatique. Quand on est dans position de rire, on va être en fait plus productif à trouver des solutions inédites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut changer le paradigme, qu'il faut absolument être sérieux pour travailler fort, qu'au contraire, il faut contrer cette situation-là pour se détendre, continuer d'avoir du plaisir, parce qu'en fait, notre cerveau va toucher des endroits où il ne va pas d'habitude, puis on va pouvoir faire plus de eureka, plus d'inventivité, plus de découvertes, et je crois que c'est ce qu'on a besoin en ce moment de faire collectivement. Dernier exemple de jeu avant que nous, on joue ensemble. Le bingo des capacités, je vous en ai parlé un peu. C'est un projet qui est coordonné par Noé Comnogir, avec qui je travaille en ce moment. Et c'est un projet qui vise à faire des changements systémiques, mais par le biais du co-renforcement des capacités. Et pour ça, on s'est mis à inventer un jeu qui fait pratiquer les 10 capacités critiques. On a parlé tout à l'heure de l'importance de la conscience critique. Ça fait partie d'une des 10 capacités critiques, la pensée critique dans une posture d'éthique. Si vous voulez y jouer, l'essayer, nous donner vos feedbacks, je serais très preneuse. On est vraiment en prototype. Ça fait juste 2 groupes qu'on fait. Alors, à l'automne, on va avoir d'autres séances de prototypage pour ce jeu-là. Et je serais vraiment aussi preneuse avec toute mon équipe de toute la réflexion qui est faite sur comment on fait des suivis sur comment les gens ont intégré ces données-là qui sont vraiment sur le long terme. Alors, terminé pour le moment. La dernière chose que je